Bonjour Jérôme Lejeune, vous êtes le conseiller artistique de l'ensemble Clématis et je crois voir d'ailleurs derrière vous un nombre de partitions qui doivent beaucoup les intéresser. Alors peut-être les avez-vous conseillé pour ce programme que vous allez nous décrire et que vous allez faire le 28 juillet au Festival de Valoir Baroque. Et quand je vois votre programme, je vois des échanges entre les Polonais et l'Italie et l'inverse aussi. Quelle est cette admiration réciproque? Alors, bonjour d'abord et ravi que vous nous accueilliez à Valois dans ces temps en plus perturbés, dans ces temps tourmentés. Je veux dire, c'est pour les musiciens un immense plaisir de pouvoir rejouer et refaire de la musique. Ils sont très très heureux. Vous savez que Valois sera le premier concert de Clématis pour cette année, après toute cette période de troubles, donc c'est absolument extraordinaire. Alors, pour répondre à la question proprement dite, effectivement, on est surpris. Parfois, on a un peu l'impression que les choses sont cloisonnées et que le XVIIe siècle, entre autres, est une période très cloisonnée où il y a la musique française, la musique italienne, la musique allemande. Et en fait, ce n'est pas du tout cela. Peut-être que la Renaissance a été une grande période d'unité européenne où il y avait une sorte de style commun, mais à partir de l'époque baroque, il y a des identités qui s'affirment. Les plus fortes, on le sait, sont la musique italienne et la musique française, qui vont essaimer un peu partout. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que, sans doute depuis la Renaissance, même depuis plus tôt peut-être, les voyages ont été la base même de l'éclosion des styles et des personnalités musicales. Et justement, la Pologne n'est pas un pays, on le connaît très très peu, surtout dans le partie occidentale, ce n'est pas du tout un pays qui était isolé du monde occidental, de l'Europe, je dirais, de par chez nous. Il y a eu depuis le Moyen Âge des grands échanges musicaux entre la Pologne et la France et l'Italie, et ces échanges ont continué jusque effectivement à l'époque baroque. Et pour un musicien polonais, qu'il vienne de Varsovie, qu'il vienne de Cracovie, finalement, le premier appel, c'est l'Italie, en tout cas au début du XVIIe siècle. Et alors, moi, je me mets dans la peau de musiciens comme Zelensky, qui arrive au début du XVIIe siècle à Venise. Imaginez ce musicien qui a entendu essentiellement de la musique polyphonique de très très belle qualité, et puis là, il débarque à Venise, à San Marco, il entend la polyphonie polychorale de Gabrielli, il entend la mélodie accompagnée, il attend ses chanteurs et ses instrumentistes qui font des gloses, des ornementations dans tous les sens. Imaginez le choc pour un musicien polonais arrivant à Venise et entendant cette musique. Et ce qui est extraordinaire, c'est que justement quelques-uns de ces musiciens, dont Nikolai Zelensky, a vraiment absorbé incroyablement ce style polonais, ce style vénitien, et à tel point qu'il va publier à Venise un recueil de musique sacrée dans lequel il applique tous les principes de ce qu'il entend à San Marco, par exemple. Et dans la pièce qu'on va entendre de Zelensky dans le concert, c'est un motet à voix seule pour soprano et continuo, dans lequel ce compositeur a écrit toutes les ornementations pour la voix exactement parce qu'il se dit mes chanteurs en Pologne ils connaissent pas ça, donc il faut leur montrer un modèle, et donc il y a quelques modèles de motets entièrement diminués. C'est donc des modèles extraordinaires pour nous d'avoir ces modèles copiés par un Polonais qui dit c'est comme ça que l'on faisait à Venise au départ d'une simple mélodie accompagnée. Donc émerveillement de ces musiciens arrivant à Venise, et puis lorsqu'ils rentrent chez eux en Pologne, il faut entendre forcément cette musique à leurs compatriotes. Je peux quand même vous demander un petit complément parce qu'il y a aussi Oui. des Italiens qui montent en Pologne. Alors oui, évidemment, il y a des Italiens. Alors on peut se dire, moi j'ai toujours eu le sentiment qu'en fait, il y a tellement de musiciens en Italie au XVIIe siècle, parce que autant en France, tout est centralisé sur Paris, en Italie, autant de petits États, autant de villes importantes, autant de chapelles, autant de centres musicaux importants. Et il y a tellement de musiciens en Italie qu'en fait, l'une des solutions pour eux pour survivre, pour manger tous les jours peut-être, c'est vraiment de trouver du travail. Et donc, on se rend compte qu'à partir du début du XVIIe, il y a beaucoup de ces musiciens italiens qui font carrière dans les villes allemandes et qui font carrière, entre autres, en Pologne. C'est le cas de Merula, qui va en Pologne et qui va s'installer comme organiste en Pologne et sans doute y faire évidemment
jouer sa musique. On sait par exemple que le violoniste Carlo Farina, qui fait sa carrière à la cour de Dresde, un moment va faire un voyage dans le nord, à Danzig, donc dans ce qui est l'actuelle Pologne, et fera partie de ces musiciens qui vont aller porter l'art italien le plus loin possible aux confins de la mer Baltique. Et pourtant, la Pologne a eu l'air d'être très agitée pendant ces temps baroques. Est-il vrai qu'elle est en partie catholique et en partie luthérienne? Oui, mais je pense que c'est évidemment cette coupure entre la partie catholique et la partie luthérienne de la Pologne, bah, c'est simplement une coupure géographique de l'époque, et il est clair qu'une partie de la Pologne, dont la ville de Danzig, Gdańsk maintenant, le grand port sur la mer Baltique, cette ville qui actuellement est en Pologne, est une ville luthérienne. Et dans cette ville luthérienne qui est au bord de la Baltique, il y a une activité musicale tout à fait étonnante avec Gaspard Förster, entre autres, musicien qui, lui, descend en Italie très très bas. Il va jusqu'à Rome, lui, et il peut étudier auprès de Carissimi, et il est l'un des importateurs du style de l'oratorio romain dans la musique de l'extrême nord de la Pologne. Donc il y a vraiment des voyages qui vont sans cesse durant tout le siècle un peu dans les deux sens. L'un des premiers compositeurs à écrire des opéras en Pologne, c'est Skaki, qui est un musicien italien qui s'installe à Pologne et qui fait jouer les tout premiers opéras de style italien au milieu du siècle. Alors là, on a parlé aussi du style romain des oratorios, dont Zelenka sera un éminent représentant dans le cadre du Saint-Empire. Mais les musiques populaires polonaises ont-elles une influence sur les œuvres de compositeurs qui la découvrent? Ah oui, alors c'est assez amusant de voir que dans tout le répertoire du XVIIe, italien entre autres, il y a de temps en temps comme ça des petites pièces. Donc on peut imaginer peut-être que notre ami Zelensky, dans ses moments d'oisiveté et peut-être dans une trattoria vénitienne, a sorti son violon et a peut-être joué quelques airs populaires, des danses populaires de son pays, et on en retrouve des traces. Il y a par exemple dans le programme un ballo alla polacca pour le clavecin de Giovanni Picchi. On avait mis un moment, il y avait dans les pièces de violon de Biagio Marini, il y a aussi un petit ballo à la polacca qu'on aurait pu placer, mais bon, ce sera peut-être un petit bis parce que le programme était déjà assez long. Et puis, on en retrouve comme ça des traces par-ci par-là d'influence de ces musiques populaires, y compris dans la musique italienne ou dans la pièce qu'on va entendre qui est assez amusante, qui est une sonate de Schmelzer, qui est organiste, violoniste à la cour impériale, puisqu'on est quand même chez les Habsbourg, un petit peu chez vous, cette année-ci. Et donc, Schmelzer a écrit une sonate pour deux violons qu'il appelle Polnische Sackpfeifen, donc les cornemuses polonaises, avec vraiment des imitations de bourdons, de sons de cornemuse enchâssés dans une sonate de style italien, puisque évidemment Schmelzer n'écrit autre chose que de la musique italienne. L'histoire de l'influence polonaise va encore se prolonger quand on pense par exemple à Tellman, le petit séjour de Tellman qui découvre aussi les musiques polonaises et qui les réinsère dans sa musique instrumentale, les polonaises chez Jean-Sébastien Bach. Enfin, l'histoire de l'influence de ce rôle de la Pologne est assez important jusqu'à l'époque romantique. Est-ce qu'on pourrait juste préciser, là, je reconnais que peut-être j'exagère dans ma demande, est-ce qu'on pourrait juste préciser ce que veut dire alla polacca? C'est-à-dire, est-ce que c'est simplement une couleur ou alors c'est aussi une rythmique spécifique populaire? C'est quoi? Ça veut dire quoi à la polonaise? Le problème, c'est que quand on compare toutes les pièces dites à la polacca et qu'on essaie d'avoir un dénominateur commun, on n'arrive pas à trouver quelque chose. C'est simplement une certaine, je pense, une certaine vivacité. Et le petit ballet de Picky est assez amusant parce qu'il est quand même avec des chocs rythmiques, des asymétries rythmiques. Donc on peut imaginer que les, peut-être que les rythmes populaires asymétriques de la musique traditionnelle ont inspiré ou en tout cas impressionné leurs auditeurs, mais qu'ils n'ont pas vraiment reproduit. Peut-être Picchi est le seul. Il y a un autre ballo de Picchi pour le clavecin qui est un ballo ungaro, donc ballet à la hongroise, qui est peut-être plus subtil rythmiquement et plus varié que le ballo à la polacca. Mais voilà, on a choisi celui à la polonaise pour le cas de ce programme-ci. Nous aurons la chance d'entendre le mardi 28 ces musiques très variées qui ont forgé l'Europe finalement, comme si ces compositeurs avaient forgé l'Europe.
Absolument, et ce qui est amusant, c'est que ces compositeurs polonais ont voyagé. Par exemple, Jarzembski est un musicien qui a séjourné en Allemagne et qui a publié en Allemagne un recueil de sonates à l'italienne. La pièce Sentinelle avec les 3 violons en écho, c'est typiquement une imitation de ce qu'on faisait à Venise, avec 3 violons qui se répondent, avec des échos lointains, etc. Et le programme, vous allez le voir, est axé autour de ces échanges entre les musiques d'Italie et les musiques de Pologne, la musique sacrée, la musique profane, avec une très très belle pièce à découvrir, je pense, qui est une pièce d'un compositeur très plus connu qui s'appelle Krato Büttner, musicien de la ville de Gdańsk, un très très beau motet sur les cantiques des cantiques. Ce sera certainement un des points les plus émouvants du programme de ce concert. Dont acte. Merci beaucoup, Jérôme Lejeune.